Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes co-auteur du livre Événement 13 novembre, des témoignages, un récit, publié aux éditions Odile Jacob et dont nous avons parlé lors de notre précédent entretien. Et vous êtes également co-responsable scientifique du programme 13 novembre que nous allons donc découvrir aujourd'hui. Depuis quelques années, vous avez centré vos travaux sur la mémoire et la mémorialisation. C'est ainsi que vous êtes attaché à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, puis de celle du 11 septembre 2001 et très rapidement après les attentats qui ont frappé Paris, à la mémoire donc du 13 novembre 2015. Vous vous êtes alors lancé dans un ambitieux projet que vous co-dirigez avec le neuropsychologue Francis Eustache, le programme 13 novembre, qui est une véritable plongée dans la mémoire comme objet d'étude, un programme de recherche qui se déroulera sur 12 ans. Alors, quel est l'objectif de ce programme, qui, soit dit en passant, est une première mondiale, de par son ampleur, sa durée, 12 années, et l'utilisation de captations filmées ? Écoutez, c'était un projet un peu fou dans lequel on s'est lancé, mais qui trouve en effet sa source dans le travail qu'on a mené dans ce qu'on appelle un équipement d'excellence. Comme je suis un fan de ce film, donc Matrix, donc j'ai utilisé ça et j'ai trouvé ensuite comment remplir mémoire, enfin, etc., etc. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment évolue la mémoire année après année, mais mémoire individuelle et mémoire collective, car il est impossible de comprendre pleinement ce qui se passe dans notre cerveau si on ne prend pas en compte l'impact du social, et inversement, si on veut comprendre pleinement la mémoire collective, et ça, c'est ce qu'on n'a jamais fait en fait quand on travaille sur la mémoire collective comme moi ou comme d'autres amis spécialistes du sujet, si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, c'est une sorte de postulat que j'ai lancé première fois à New York en 2008, et on a lancé quelque chose depuis New York, et puis ensuite, bon, voilà, ça a donné tout ça. Mais c'est essentiel parce que ça explique tous les volets de ce programme 13 novembre. On a décidé de choisir, effectivement, d'enregistrer 1000 personnes, comme je l'ai expliqué il y a quelques jours, 1000 personnes à 4 reprises, 2016, 2018, 2021, 2026. Bien. Pour voir comment on retient des choses, on évacue certaines, on se condense en quelque sorte sur certains événements ou pas, et comment on est imprégné de la mémoire collective. Mais justement, cette mémoire collective, comment la trouver? Eh bien, on a des sondages menés avec un partenaire, le CREDOC. Au total, on a 31 partenaires. Vous avez 4 sondages qui sont sortis, qui sont effectivement très intéressants. C'est en ligne en plus, donc il n'y a aucun problème, c'est en accès, et il y a 400 pages à lire sur les 4 sondages qu'on a menés, où on voit comment, depuis 2016 et jusqu'en 2019, donc en quelques années, comment a évolué cette mémoire collective, avec ses tris, avec ses concentrations sur tel ou tel point, et avec des différenciations sociologiques qui apparaissent de plus en plus nettement. Et en même temps, la pathologie centrale de la mémoire, c'est le trouble de stress post-traumatique face à un événement traumatique. Parce qu'on analyse mémoire individuelle, mémoire collective, mais d'un événement traumatique. Or, cet événement traumatique entraîne des pathologies. Et ce trouble de stress post-traumatique, il fallait essayer de comprendre. Tout le monde aujourd'hui parle de trouble de stress post-traumatique, où on parle de, pour faire bien et snob, on parle de PTSD. Bon, c'est PTSD puisque c'est évidemment le sigle en anglais. Mais tout le monde connaît, ce qui est d'ailleurs une très très bonne chose, de s'apercevoir que à côté des troubles physiques, il y a des troubles psychiques. Bon, Copernic, 80, on prend en charge qui? Les blessés physiques, les gens qui ont été traumatisés, blessés psychiques, ils rentrent chez eux, on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, un accident de la route un peu compliqué, on met en place une cellule d'urgence médico-psychologique
pouvoir essayer de débriefer, de discuter avec les personnes qui ont été traumatisées par l'accident. C'est une révolution. Et cette émergence des troubles psychiques au cœur des pathologies, eh bien, on a voulu l'étudier parce que là, effectivement, il y avait des pathologies très fortes. Et les premiers résultats, on les a publiés en février dernier dans un papier sorti par Science autour de la capacité qu'on a. Je vais aller vraiment très vite, mais la capacité qu'a notre tour de contrôle cognitif, qui est le cortex préfrontal, donc ce qui est devant là, et qui est la zone de la rationalité, de l'analyse, de l'action, sa capacité à contrôler les fonctions cognitives, dont l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Et on voit comment cette capacité-là est complètement coupée, détruite par le trouble de stress post-traumatique, qui est caractérisé en particulier par l'arrivée d'images intrusives. Ou bien par l'évitement. Justement, par exemple, on ne prend pas les transports en commun pendant des mois, voire des années, parce qu'on veut éviter tout ce qui peut faire ressurgir ces images intrusives insupportables. Donc ça, on a voulu l'analyser parce que c'est très caractéristique. Mais les gens guérissent d'un trouble de stress post-traumatique. C'est ça qui est passionnant. Et le cerveau guérit du trouble de stress post-traumatique. Donc on a aussi un message d'optimisme à travers cette étude menée évidemment par mes amis spécialistes neuroscientifiques, Francis Eustache et un jeune chercheur, Pierre Gagnepin. Alors, vous parliez donc de ce traumatisme. J'aimerais qu'on revienne un petit peu avant à notre précédent entretien sur votre ouvrage, sur ces témoignages, le 13 novembre, des témoignages, un récit. Et on n'a pas eu le temps de l'aborder la dernière fois, mais c'est un chapitre vraiment qui me tient à cœur et qui est vraiment très, très émouvant, et qui est celui des parents endeuillés. On a parlé effectivement de la figure de la victime, de la figure du héros. Il y a aussi ces parents endeuillés dont on parle très peu finalement quand on restitue tous ces attentats, dont ceux du 13 novembre 2015. Et vous y consacrez un chapitre entier. Oui, un grand chapitre. C'est sans doute le chapitre le plus compliqué à lire. Ce sont les entretiens qui ont été les plus compliqués à mener. On prenait des gens, d'ailleurs plutôt de mon âge, parce que vous savez, comme on a eu une fois une jeune sociologue de 35 ans, remarquable d'ailleurs, qui se trouvait à devoir interviewer, puisqu'on a 150 personnes qui participent à nos affaires, en particulier des captations. Oui. Et donc, elle s'assied, et puis la maman endeuillée qui dit... C'est fou ce que vous me rappelez, ma fille. Oui, parce qu'il faut se rappeler quand même que l'ensemble des victimes avaient c'est toute la génération des trentenaires, on va dire 30-40 ans. Voilà. Alors vous imaginez après pour mener un entretien. Bon, c'est vrai qu'à partir de là, on s'est dit non, là faut faire attention. Donc c'est plutôt des gens de mon âge, de telle façon que la personne en face se dise celui-là ou celle-là. Il peut comprendre ou il peut comprendre parce que un des gosses de l'âge de la fille que j'ai perdue, y compris une fille unique, comme un témoignage que j'ai recueilli. C'est extrêmement dur, parce que là, la fracture, elle est au milieu du cœur et elle reste ouverte. Bon. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas. C'est pas une mémoire forte, comme je parle de mémoire forte, de mémoire faible. La figure structurante du 13 novembre, vous l'avez très bien dit, c'est pas le parent endeuillé, c'est la victime. Bon. Oui, ça s'arrête, la restitution des événements s'arrête. Mais oui, par exemple, le soir des attentats. Le très très beau film documentaire des frères Naudet, que j'adore. Enfin, c'est une trilogie, en plus il y a un travail sur l'image. C'est aussi une œuvre d'art, à côté d'être un documentaire très bien mené. Il s'arrête juste après le Bataclan. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recherche des enfants morts n'y est pas. Ça veut dire que le drame de 2 jours, 3 jours sans nouvelles, ce qui se passe à l'Institut médico-légal n'est pas... ce qui se passe au moment des obsèques n'est pas enregistré et présenté. Donc là, je pense qu'on a une responsabilité
D'abord comme chercheur, parce que ça rentre dans notre objet d'étude. Ensuite, comme citoyen, parce qu'on doit rendre compte de cette histoire, parce qu'ils ne vont rien revendiquer pour eux, les parents endeuillés. Ils ont perdu leur gosse. Alors, j'aimerais qu'on dise quand même un petit mot sur le négationnisme et la résurgence des théories du complot actuellement. Pour revenir justement à faire le lien avec cet énorme travail que vous faites actuellement sur les témoignages, est-ce que justement ces témoignages pourraient être une arme face au négationnisme de tout poil? On sait que vous avez été confronté au négationnisme de la Shoah dans votre travail sur la Seconde Guerre mondiale avec Pierre Vidal-Naquet. Est-ce que ce travail, cet immense travail de recueil de témoignages et de travail sur la mémoire, est-ce que ça peut être un rempart contre les négationnismes et les théories du complot? Oui, parce que le négationnisme a frappé dès l'origine des attentats du 13 novembre. Oui, parce que finalement, à travers cette histoire récit que nous fournissons, on veut donner un récit de référence qui soit fondé sur la vérité. Parce que la singularité de cette confrontation de témoignages, c'est de passer de la vérité du témoin, qui est mon objet de recherche quand je travaille sur la mémoire, et je ne vais pas interrompre une personne parce qu'elle dit une erreur, parce que l'erreur éventuelle m'intéresse autant que un récit vrai de l'événement. Sauf que là, en confrontant tous ces témoignages, on peut arriver depuis la vérité du témoin à la vérité de l'événement, grâce à ce qui est au fondement finalement de la démarche historienne et de la démarche sociologique, c'est-à-dire le croisement des sources. Denis Péchanski, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ce fabuleux programme 13 novembre qui donc se poursuivra des années, 12 années. Donc on aura encore l'occasion sûrement de reparler de l'avancée de vos travaux. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Merci à vous.